Schmitt, comme Emmanuel le disait, je suis directrice du pôle marché chez Citeo, l'équipe qui suit toutes les entreprises en fait, réparties par marché, et donc globalement l'ensemble de nos clients et l'ensemble des entreprises qui mettent des produits emballés en France. Alors on le disait, Citeo est une entreprise à mission, donc Citeo était présent à la table ronde précédente, mais pour reposer un petit peu le contexte, Citeo a été créé il y a 30 ans. Et donc, c'est doté d'une mission depuis 2020 assez ambitieuse. Nous sommes entreprise à mission et notre mission est d'accompagner les entreprises de la grande distribution et de la distribution, du moins toutes les entreprises qui mettent des produits emballés à destination des consommateurs en France. Et notre mission est de les accompagner à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers. C'est un statut juridique, l'entreprise à mission? Oui, tout à fait. Ça date de la loi Pacte. Très bien, pour la précision. Et donc, Citeo va accompagner ces entreprises sur la réduction, sur le réemploi, sur le recyclage, le tri, et pour 2 filières, les emballages ménagers, qui vont nous concerner particulièrement aujourd'hui, et également pour les papiers. Et pour compléter le panorama, nous avons une filiale qui s'appelle Adelph, et également une activité de conseil qui s'appelle Citeo Plus. Donc, pour revenir sur le principe de responsabilité, la mise en page à bouger. Sur le principe de responsabilité élargie du producteur, nous avons en fait un grand principe qui a été créé en France en 92, qui est que les producteurs et les entreprises, en fait, de la mise en marché d'un produit ne s'arrêtent pas à la vente, mais vont plus loin et accompagnent en fait jusqu'à la fin de vie leur produit, leur emballage, et donc dans notre cas très précis, les emballages. Mais en France, en fait, on a plusieurs solutions. On peut imaginer que chaque produit vendu en fait, s'accompagne d'une solution de tri et de recyclage, ou alors on crée une entreprise globale, et c'est ce qui majoritairement a été créé en France. On choisit les entreprises s'organisent collectivement pour gérer justement la fin de vie de leurs emballages et de leurs produits. Et donc à ce titre, Citeo va impliquer ses clients dans l'économie circulaire, principalement sur l'éco-conception de leurs emballages, va également mutualiser et optimiser tous les coûts de gestion de la filière et de la gestion de l'aval au niveau du tri et du recyclage. Ça fait écho un petit peu à la table ronde précédente. Et dernier point, en fait, va également développer des axes de R&D, et ça sur tous les plans, au niveau de l'éco-conception des emballages, mais également des filières de recyclage et du tri, enfin de toutes les étapes, pour réduire l'impact environnemental, encore une fois, des emballages et des papiers. Et on rappelle qu'il y a plusieurs éco-organismes en France, effectivement, puisque maintenant il y a l'ECO, il y a Adelph, Citeo. Adelph est une filiale de Citeo. Tout à fait. Peut-être à l'avenir d'autres encore, puisque la complexité du tri, de la valorisation, du recyclage devient extrêmement forte. Tout à fait. Et pour compléter le panorama, donc Citeo est sur la filière d'emballage ménager, mais vous voyez le panorama complet. Donc ça, c'est une infographie de l'ADEME qui illustre en fait toutes les nouvelles REP qui se sont créées. Et donc beaucoup, vous le voyez, datent de la loi AGEC, qui va être le sujet de notre après-midi. 19 responsabilités élargies du producteur, effectivement. On voit par exemple que dans l'automobile, ça a été mis en place en 2006. Vous voyez un peu la différence, les emballages ménagers, 1993, quoi. C'est ça. Première REP. Et donc pour compléter complètement le panorama, les papiers graphiques, c'était 2007, et avec la création d'Ecofolio. Et en 2017, 10 ans après, Citeo est né de la fusion d'Eco-emballage sur les emballages ménagers et Ecofolio sur les papiers. Donc c'est pour ça que nous avons donc ces 2 agréments, emballage et papier. Alors, pour compléter aussi le panorama, une fois qu'on parle de la REP, qui est concerné? Qui sont nos clients? Et est-ce que vous, dans la salle, vous êtes tous concernés, par exemple? Donc, en fait, il s'agit vraiment du metteur en marché sur le territoire français. Et il peut avoir différentes casquettes. Ça peut être le producteur, clairement, l'industriel qui a son usine, qui conditionne et qui vend directement. Ça peut être l'importateur. Ça peut être également le responsable de la première mise en marché si on n'arrive pas à identifier l'importateur, ou également un distributeur qui agit dans ce compte, qui agit à ce niveau en fait en importateur. Et la nouveauté, qui date du 1er janvier de cette année, c'est également la responsabilité des marketplaces. Donc ça, c'est une grande nouveauté qui vient de la loi AGEC. C'est-à-dire que même quand une place de marché n'a pas de responsabilité dans le cadre de la vente et ne fait que faire l'interface et la mise à disposition de son espace de vente, en fait, on voit que le législateur a voulu combler ce manque et donc s'est servi de ces marketplaces pour s'assurer la conformité de ces produits. Donc désormais, les produits qui sont vendus par des places de marché, par des marketplaces, doivent être conformes. Et donc, nous avons tout un sujet en fait,
de conformité avec tous ces nouveaux acteurs qui représentent des milliers d'acteurs, principalement du grand export, mais également des acteurs comme les marketplaces qui sont nouveaux chez nous. Ce qu'on appelle les vendeurs tiers, effectivement, en bon français. Le e-commerce, c'est 14% du total des ventes en France. Des ventes en France, des ventes de biens de consommation. Tout à fait. Sur le financement, maintenant. Alors déjà, sur l'écosystème, vous l'avez vu sur la table ronde précédente, vous voyez tous les acteurs qui tout de suite interagissent entre eux dès qu'on parle de la filière emballage ménager. Donc là, vous voyez qu'en haut à droite, on a mis nos clients, donc nous accompagnons les entreprises metteurs en marché, mais vous voyez tout l'écosystème avec lequel nous interagissons pour travailler. Donc on va accompagner aussi les acteurs de l'innovation, et donc là, Citeo investit dans un accélérateur de solutions avec le Circular Challenge. Je vous invite à regarder ce que nous publions sur le site. Nous avons une grande soirée de présentation des lauréats le 8 décembre prochain. Donc nous allons vraiment travailler sur les solutions de demain dans l'économie circulaire sur l'ensemble de nos sujets. Nous avons aussi la mobilisation du consommateur, parce qu'en fait on peut imaginer le meilleur dispositif industriel qu'on veut. Si à un moment le consommateur, chez lui, quand il est face à son bac jaune, il ne fait pas le bon geste, ça ne servira à rien. Et là, on peut parler de transformation d'emballage, on peut parler d'innovation au niveau des filières de recyclage. Si le geste de tri n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Donc nous avons un énorme besoin de communiquer encore et toujours. Donc nous le faisons en propre, mais nous travaillons aussi avec des entreprises pour le faire, avec des collectivités locales. Il faut absolument mobiliser le consommateur au geste de tri. Donc on a aussi toutes les actions au niveau des pouvoirs publics. Alors là, c'est une autre interaction. On n'a pas du tout le même type d'action, mais nous travaillons aussi, nous échangeons très régulièrement avec les pouvoirs publics, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que Citeo est agréé par les pouvoirs publics. Notre action, là je voulais juste replanter le cadre, mais vous le voyez bien que les filières REP ont un statut particulier. Et donc nous répondons à un cahier des charges publié par les pouvoirs publics. Le prochain arrive à échéance très bientôt. Et à ce titre, en fait, nous devons agir très régulièrement avec eux. Et de la même façon, nous rendons compte que les sujets montent au niveau des institutions européennes. Donc il est très présent, très utile et important d'être présent au niveau des institutions européennes. Et là, nous avons de plus en plus de présence, et on le voit, par exemple, la directive SUP, Single Use Plastic, a été directement traduite dans la loi AGEC. Le véhicule français a été la loi AGEC. Mais on voit que une nouvelle directive emballage va sortir, là, est prévue pour le 30 novembre, et il est prévu que ce soit un règlement et non plus une directive, donc qui va s'appliquer directement à tous les pays européens. Et là, on voit la nécessité de prendre les sujets, non pas au niveau franco-français, mais de les monter au niveau de l'Europe et d'interagir au niveau européen. Les derniers points, donc les collectivités locales et les acteurs privés, mais là, des opérateurs, vous le comprenez bien. Puis si vous étiez présent à la table ronde précédente, vous voyez bien toutes les relations que nous avons ensemble, évidemment. L'interaction, elle est naturelle. Et puis les opérateurs industriels sur le recyclage. Alors le financement, justement. Et alors le financement, donc là les chiffres sont arrêtés au 31 décembre 2021. Ils ont beaucoup bougé depuis en termes de nombre de clients. Néanmoins, on peut dire qu'on a environ 25 000 clients, pour arrondir 25 000 clients. Sur l'année 2021, 847 millions de contributions. Vous voyez la grandeur, la grandeur du chiffre d'affaires, les contributions, tout le financement que nous versons aux collectivités locales, et 5,3 millions de tonnes d'emballage, donc le gisement d'emballage mis en marché en France. Et pour donner un petit ordre d'idée, c'est que sur chaque produit qui va être vendu en France, vous avez l'exemple de la contribution qui va être payée par l'industriel ou par le distributeur, enfin par le metteur en marché. Donc, c'est très variable parce que ce tarif va dépendre du prix du matériau, du nombre d'unités et du poids de l'emballage. Donc le tarif est éco-conçu, a une vertu de prévention dès le début pour assurer qu'on réponde à nos objectifs de prévention, de réduction. Très bien. Alors on va passer au contexte réglementaire justement maintenant. Alors, qui va agir. Donc je l'ai commencé à le dire, il y a deux grands textes sur le contexte réglementaire. Les années 2020 et 2021 ont été riches en rebondissements. Donc, début 2020, nous avons eu la loi AGEC, février 2020, et complétée, on va le voir, en août 2021 par la loi Climat et Résilience. Alors la loi AGEC, en fait, fixe à la fois des objectifs, des interdictions et des obligations. Donc dans la partie objectif, on a objectif en termes de réduction, en termes de réemploi, en termes de collecte. On va avoir on a aussi un objectif de fin de mise en marché. Donc là, on va le voir juste après. C'est un objectif ambitieux de mise en marché de produits à usage unique. On a en revanche des obligations
termes de marquage, en termes de réduction, de réemploi, recyclage encore. Et puis, au niveau de la loi climat et résilience est venue compléter la loi AGEC et la modifier. Parce qu'en fait, ça ne vous échappe pas que la loi AGEC est sortie 20 février 2020. Et mi-mars, nous sommes rentrés dans un confinement. Donc, en fait, certaines dispositions réglementaires n'ont pas pu être appliquées de par le contexte sanitaire particulier. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, là, en fait, Citeo publie, pour accompagner ses clients, nous publions des fiches réflexes. Et j'en ai ramené une qui est celle-ci, celle sur les emballages, sur la loi AGEC, justement, qui est non pas normalement comme les autres, disponible uniquement sur le portail client et réservé à nos clients, mais qui est disponible en ligne sur Citeo et qui va reprendre toutes les échéances. Donc je pense que vous ne voyez pas bien, mais vous voyez que c'est quand même très chargé. Elle est peut-être illustrée après, non ? Et elle est juste après, mais voilà. Donc on a là en fait une sélection des dispositions qui vont impacter les entreprises et qui viennent directement de la loi climat, de la loi AGEC. Donc vous voyez, il y a une légende qui parle d'obligations, d'interdictions et d'objectifs. Alors il y a des petits soucis sur les pictos, donc on va pas. Il y a des petits soucis sur les couleurs. Il y a eu un petit changement mais... les versions de PowerPoint, ça c'est autre chose. Exactement, c'est un petit souci de version PowerPoint. Donc, je vais vous donner des illustrations pour voir ce qui est de l'objectif, de l'interdiction et du réemploi. Donc, et de l'interdiction. Donc, au niveau de l'obligation, c'est par exemple, début 2022, vous regardez en haut, information du consommateur. Là, on a l'obligation de porter sur l'emballage un logo Triman accompagné d'une consigne de tri. Donc, depuis le 1er janvier 2022, tous les emballages doivent progressivement être mis à jour avec un nouveau marquage, on va le voir par la suite, mais qui est très impactant, vous vous rendez bien compte, pour l'ensemble des entreprises qui mettent des produits emballés en France. Donc, il y a un délai d'écoulement, mais globalement, en fait, il y a eu 18 mois, il y a eu quelques mois de délai, mais à compter du 9 mars, là, absolument, 2023, tous les emballages devront avoir la nouvelle. Quand vous dites emballé en France, c'est pas seulement emballé en France, c'est vendu en France. C'est vendu en France. Donc en fait, même les produits qui sont conditionnés en fait n'importe où dans le monde doivent répondre aux lois françaises. Enfin, ça c'est vraiment inscrit dans la loi. Donc un autre exemple d'objectif, c'est l'objectif de 5% d'emballage réemployé l'année prochaine. Donc on sait l'année prochaine, en 2023. En 2023, nous sommes fin novembre 2022. Qui aura cet objectif de 5%? Alors, toutes les entreprises, on va le voir un petit peu par la suite, mais toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand même. Mais ça fait quand même un certain nombre d'entreprises en France, et ça fait un vrai changement. Donc là, ce n'est pas une obligation, c'est un objectif, mais un objectif qui sera quand même soumis à... contrôle. Exactement, à contrôle, et surtout, une structure collective aura des amendes si on ne le respecte pas. Et le dernier point, en fait, là, c'est une obligation aussi, mais qui ne va pas toucher directement les entreprises, mais indirectement les entreprises. C'est, par exemple, 2025, généralisation de la collecte sélective en hors foyer. C'est-à-dire dans les gares, dans la rue, surtout dans la rue. Enfin, le plus marquant, c'est de se dire dans la rue. Actuellement, on a évidemment des corbeilles de rue, mais on n'a jamais la possibilité de trier ces emballages. C'est très rare. Si ce n'est quand on a un point d'apport volontaire pour des collectes. Et bien, là, en fait, le législateur a cranté le sujet et a dit généralisation de la collecte sélective hors foyer partout sur le territoire. Mais alors, le pendant, c'est qu'il va falloir les financer. Et donc, ce sont indirectement les entreprises qui vont les financer. Donc là, l'impact sera réel pour les entreprises. Au départ, ce sont les collectivités territoriales qui financent les bacs jaunes les doubles poubelles. Oui, alors ce sont les collectivités territoriales, sauf que Citeo... Derrière, finance, exactement, parce que Citeo, en fait, prend la responsabilité des entreprises à travers le contrat que nous avons ensemble, la déclaration que les entreprises nous font, et derrière, nous mettons en œuvre leurs responsabilités. Mais Citeo, en fait, n'a pas de flotte de camions poubelles pour faire tourner la collecte en France et organiser la collecte et le tri. Tout à fait. Enfin, on l'a bien vu sur la table ronde précédente, ça, c'est le métier d'autres acteurs. Et donc, nous travaillons avec eux, mais en fait, nous avons des contrats avec les collectivités locales pour financer. Et nous avons des contrats avec des objectifs pour qu'ensemble, en fait, on fasse avancer le dispositif. Mais ce sont les collectivités locales qui, de prime abord, sont bien responsables du sujet.
Et tout ça pour augmenter les gisements, effectivement, de matière à recycler, voilà, Tout à fait. à réinjecter dans le circuit ensuite. Tout à fait, parce que ça, par exemple, on va le voir par la suite, mais c'est un objectif très ambitieux. Là, c'était vraiment qu'une sélection. Je vais passer un petit peu plus vite. 2025, un taux de collecte des bouteilles de boissons de 77%, quand nous sommes à un peu plus de 60%. Vous voyez, quelque chose de très ambitieux. Là, c'est le pendant pour les papiers graphiques. Donc vous voyez qu'il y a une obligation identique aux emballages ménagers, par exemple à compter du 1er janvier de cette année, sur le marquage. Donc là, je vous invite à regarder tous les papiers que vous recevez. Désormais, sur les enveloppes, il est normalement un petit triman sur tous vos papiers bancaires, etc. Alors là, au niveau d'une petite synthèse, on peut se dire que les grands points à retenir, c'est le déploiement effectif d'un dispositif harmonisé donc cette année, c'est-à-dire que tous les Français ont la possibilité, normalement, sur l'année 2022, de mettre dans le bac jaune tous leurs emballages, mettre dans le bac de collecte sélective tous leurs emballages. Donc ça, c'est une énorme avancée. Et ça a été cranté, encore une fois, dans la loi AGEC. Ensuite, les allégations environnementales seront beaucoup plus contrôlées. Donc il ne va plus être possible de communiquer un petit peu comme on le souhaite sur les emballages. La nouvelle signalétique, donc le Triman qui est à compter de cette année. L'année prochaine, si on se projette, les 5% de taux d'emballage réemployé en France. Une grosse nouveauté également, c'est que là, on a parlé de la REP emballage ménager, de la REP papier, mais il va se créer une nouvelle REP 1er janvier normalement. C'est la REP qui va concerner les emballages de restauration. Donc là, on va être uniquement sur le food service. Et 2025, généralisation de la collecte sélective, ce que je vous disais tout à l'heure. Tendre vers, donc ça on est sur un objectif, vers 100% de plastique recyclé. Une nouvelle REP également, mais pour tous les emballages industriels et commerciaux. Donc ça va concerner aussi beaucoup d'entre vous, là, il me semble. Et puis 2027, cranter encore plus le réemploi pour atteindre 10% d'emballages réemployés. Et 2030, tous les produits mis sur le marché, donc produits cette fois, non pas que emballage, tous les produits devront justifier d'une filière de recyclage. Et dernier point, ça c'est vraiment la synthèse de la synthèse, la fin, c'est un objectif de fin des emballages à usage unique en 2040. En 2040. Colossal. Exactement. Un Everest. Je vous laisse poursuivre. Alors, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, c'était toutes les obligations qui sont fixées et qu'on voit un peu plus en détail. Donc on a là le premier point qui est le plan de prévention. Donc là, ce plan de prévention, c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions de la part de nos clients. C'est qu'à compter de l'année prochaine, toutes les entreprises doivent remettre un plan de prévention. Donc qu'est-ce que ça signifie ? C'est un document qui va identifier en fait tous les axes d'éco-conception et de prévention pour justement répondre à la loi AGEC que l'entreprise compte mettre en œuvre. Et donc pour cela, Citeo accompagne ses clients en faisant dans certains cas des plans sectoriels ou tout du moins en rédigeant une trame commune qui va permettre d'aider toutes les entreprises. Parce que pour certains grands metteurs en marché, on a des équipes qui travaillent sur le sujet pour lesquelles le plan de prévention est quelque chose d'assez naturel parce que dans leur objectif, ils avaient déjà prévu de le faire. Et puis là, on s'adresse à l'ensemble des entreprises. On s'adresse vraiment à l'ensemble des entreprises qui mettent des produits en France. Donc en fait, certaines ne savent pas du tout comment prendre le sujet. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment cherché à les accompagner au plus juste, au plus près de leurs besoins. Et donc pour cela, de remettre ce plan commun en ligne qui est disponible sur le portail client et donc réservé aux clients Citeo, sur le portail client de Citeo. Très bien, on va rentrer un petit peu dans le détail des obligations. On aborde les obligations qui sont liées au recyclage. Alors là, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi AGEC, elle avait vraiment 4 grands axes. Il y avait le recyclage, le réemploi, la réduction et l'information du consommateur. Donc là, vous allez voir 3 frises. Je vais pas rentrer dans le détail de ces 3 frises parce que sinon c'est vrai, mais c'est très dense. Hein. C'est vraiment dense. Et en fait, l'idée, c'est d'illustrer en fait, par thématique toutes les obligations qui incombent aux entreprises. Donc quand on se pose un petit peu, on se dit oui, en effet, il y a des vrais challenges, il y a des vrais défis. Donc, par exemple, pour le recyclage, si on regarde, vous voyez, la lecture est en haut sont les objectifs et en bas les obligations. C'est bien il y a un caractère législatif quand même
différents, mais on a donc en 2025 tendre vers 100% de plastique recyclé. Ça, c'était les objectifs de la loi AGEC. Encore une fois, le contexte réglementaire peut changer entre-temps. Là, d'ici 2025, on peut avoir une nouvelle loi qui va changer, et ça a failli se passer d'ailleurs il y a quelques semaines. Donc, et en fait, si on regarde au niveau des obligations, donc 2023, l'année prochaine, interdiction d'utiliser des huiles minérales pour les papiers cartons. Donc là, ça va parler à certains fournisseurs, il me semble, parce qu'il y a dans certains cas des difficultés à sortir des huiles minérales, dans d'autres, des alternatives existent, mais dans certains cas, ça peut être très compliqué sur certains cartons. Donc on a aussi interdiction d'emballage en PS, par exemple, si, en 2025, si il n'y a pas de filière de recyclage. Donc ça, c'est un autre axe, et ça, c'est une conférence que Citeo animera demain sur la mise en place de la filière PS et les barquettes PET, justement, toutes ces nouvelles filières de recyclage qui émergent. Qui sont au nombre de 3, et qu'on verra en détail demain, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon, je vais peut-être pas... et alors, juste dans les objectifs, il y a quand même 2 objectifs, je vous le disais tout à l'heure. 77% de collecte des bouteilles, c'est très challengeant. Je redis, nous sommes à 60%, donc ça fait un premier saut, mais surtout le saut le plus gros, il est 2029, arrivé à 90% de taux de collecte des bouteilles. Juste la loi AGEC, qui a été complétée par un décret, en fait, qui était l'article 13, qui a publié le décret QCE, qualité et caractéristiques environnementales des produits, décrit exactement ce qu'est un emballage recyclable. Alors, il y a 5 étapes, donc ça c'est très clair, et on ne peut pas déroger. En fait, on ne peut pas interpréter différemment, là, le texte est là. Donc, il faut que l'emballage puisse être efficacement collecté. C'est-à-dire qu'il y a réellement, on ne parle pas de techniquement recyclable, il faut que là, il y ait un vrai dispositif de collecte. 2, il faut que l'emballage puisse être trié en centre de tri. Donc un emballage qui va être noir, par exemple, et qui ne pourra pas être lu par les trieurs optiques, ne pourra pas être considéré comme recyclable. 3, absence d'éléments ou substances perturbant le tri. C'est un peu un corollaire du premier. 4, capacité de la matière à être produite. En fait, le rendement du recyclage doit être supérieur à 50%. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir recycler un emballage et récupérer vraiment de la matière. Donc un emballage qui rentre dans un process et on en ressort 20%, en clair, ne peut pas dire qu'il est recyclable. Dernier point, la capacité à être recyclé à l'échelle industrielle. Parce que si on arrive à retirer 80% de la matière, par exemple, mais dans un pilote, dans un labo, sur une paillasse, c'est pas la même chose que d'avoir une véritable usine et d'être dans un contexte industriel. Donc il faut qu'il y ait un recyclage à l'échelle industrielle également. Donc on est obligé de prouver cela. Tout à fait. Et il y a des organismes qui testent, qui contrôlent plus exactement. Qui testent, tout du moins en fait, nous on a mis en place justement une méthodologie et on a un outil qui s'appelle TRI, le test de recyclabilité des emballages, qui permet de prendre en compte tous ces critères, et une fois qu'on renseigne la caractéristique de ces emballages, on a une note à la fin. Enfin, on a voilà, le résultat de cette méthode. Et si on n'est pas dans cette définition-là précisément, c'est une allégation trompeuse que de mettre que l'emballage est recyclable. Alors, on va le voir par la suite. En fait, on va dire qu'un emballage est majoritairement recyclable. Le législateur a été très prudent sur ce sujet. Donc, c'est majoritairement recyclable. Et si on est sur un taux très élevé, on peut utiliser la mention entièrement recyclable. Mais toujours dans cette logique de transparence aux consommateurs, le législateur a vraiment voulu qu'on n'utilise plus le terme uniquement recyclable, mais qu'on le qualifie à chaque fois. Très bien. Je vois le temps qui passe, donc on va passer au réemploi. On va passer au réemploi. Les obligations liées au réemploi. Voilà. De la même façon, on a un panorama et un panel d'obligations très importants au niveau du réemploi. Donc, on a surtout, on va regarder plutôt la partie du bas, parce que c'est là où on est... je vais passer sur celui-là, parce qu'on a en fait là un vrai focus entre 2020, 2022, 2023. Vous voyez, il se passe plein de choses. Donc 2020, déjà, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Et là, d'un seul coup, on a parlé de 5% de réemploi. Donc ça a été un petit peu... On savait qu'il y avait le réemploi, qu'on y travaillait, et Citeo y travaillait déjà depuis plusieurs années. Mais bon, là, ça a été inscrit dans les textes. On a ensuite dû publier, nous, en janvier 2022 de cette année, un catalogue d'emballage standard, parce qu'en fait, c'était inscrit dans la loi AGEC. Dès le début, il a été demandé que les éco-organismes, et donc Citeo a publié son catalogue d'emballage standardisé pour le réemploi, parce qu'en fait, il faut bien imaginer que
un pot de compote ou un pot de yaourt ou des conserves en fait, qui vont être consommés par exemple en Bretagne, s'il s'agit d'un pot qui a été conditionné dans le Lot, c'est un petit peu compliqué de se dire à chaque fois qu'il faut aller le transporter pour le vendre en Bretagne, le ramener dans le Lot pour le laver, à nouveau le conditionner, pour qu'ensuite ce pot de compote, par exemple, reparte dans le nord de la France. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, si tous les emballages sont plus ou moins standards, on pourrait imaginer que le producteur de compote conditionne bien dans le Lot, le vend en Bretagne en effet, mais en revanche, ce pot de compote ne va pas redescendre dans le Lot. Il va pouvoir aller dans un autre endroit, dans une usine plus proche, qui va à nouveau, une fois qu'il sera lavé, utiliser ce même emballage. On aura le détail dans la conférence réemploi. Effectivement, il s'agit de la création d'une gamme d'emballages standardisés pour le réemploi. Tout à fait. Mais un petit teasing parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout à fait, mais qui intègre la notion de marketing dedans. Et ça, c'est tout l'intérêt. Tout à fait, parce qu'on sait très bien aussi qu'un emballage moche ne fonctionnera jamais. Bon. Ou le même pour tout le monde. Ou le même pour tout le monde ne fonctionnera pas non plus. Donc on a juste des échéances qui arrivent très très vite. L'année prochaine, 2023, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros sur le territoire français. Attention, hein, pas des groupes internationaux. Là, on va vraiment prendre l'activité France. On a un objectif de 5% de nombre d'emballages réemployés pour monter 6, 7, 8 pour progressivement à 10%. Et sur des chiffres d'affaires un petit peu plus bas, donc entre 20 et 50, vous voyez, l'obligation rentre en vigueur en 2025, mais pour arriver encore à 10% en 2027, hein, c'est juste que la puissance la montée en puissance est plus rapide mais plus tardive. Et puis les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions, là, dans ces cas-là, l'objectif commence en 2026, mais dans tous les cas, il est en 2027. Donc en fait, on a des montées en puissance différentes, mais il faut garder en tête, 2027, 10% des emballages mis en marché en France devront être réemployés. Juste une question par rapport à ça. Un baril de lessive dans lequel on fait du refill, est-ce qu'il rentre dans la catégorie emballage réemployé ? Est-ce qu'il rentrera ? Alors ça, c'est justement toutes les subtilités des publications de décrets qu'on a. Et à notre sens, il semblerait que oui, justement. Parce que sinon, quand même, c'est compliqué. Oui, non, mais il y a cette notion de recharge qui va être prise en compte également. Merci de la précision. Alors, pour continuer un petit peu sur les objectifs de réduction, donc là, on a en effet surtout des objectifs et aussi des obligations. Donc, dès 2021, en fait, on a eu des interdictions de certains articles. Donc, vous ne voyez plus des gobelets en plastique, par exemple. Là, je pense qu'au salon, on n'en a pas un seul. Et surtout pas dans le salon, il n'y en a pas un seul. Donc, des gobelets en plastique. On a même des fontaines à eau, on a été très bons élèves. Ah, mais ça, c'était la loi aussi. Il est interdit de distribuer des bouteilles à usage unique. Ça serait quand même le comble. Ce serait la comble. Donc voilà, toute la liste, il y avait une liste qui était directement inscrite, donc c'est rentré en vigueur à la publication de la loi. Fin de la distribution gratuite des bouteilles en plastique dans les ERP également. Donc dans vos entreprises, normalement, il n'est plus possible de distribuer des bouteilles en plastique à usage unique. À usage unique. Il reste des stocks, hein, manifestement, parfois. Pas de commentaire. Mais je ne parle pas du salon. Je ne parle pas du salon. Un point, mais pour lequel nous avons toujours un décret, c'était que normalement au 1er juillet de cette année, la distribution d'échantillons devait également être interdite. Elle ne devait être que à la demande du consommateur. Ah bon ? Oui. En parfumerie, par exemple ? Exactement. Même en parfumerie ? Même en parfumerie. Mais c'est pas possible. Même en parfumerie, il n'y avait plus normalement les distributions d'échantillons. Et voilà. Donc là, en fait, on a aussi le plus gros. Enfin, quand on parle de la loi AGEC, l'objectif à garder en tête, hein, c'est vraiment ce que le législateur et toute la tendance qu'il a voulu donner, c'est la fin des emballages à usage unique en plastique en 2040. On voit, on comprend. Alors enfin, les entreprises ont des obligations en termes d'information du consommateur. Tout à fait. Ça, et donc là, l'information important du consommateur, c'est directement ce que je vous disais tout à l'heure avec le marquage on-pack, avec le Triman, hein, qui est assorti d'une consigne de tri. Ça s'appelle le marquage Home-Pack. On-Pack. On-Pack, pardon. Il est sur l'emballage, à contrario du marquage off-pack, des informations off-pack, donc qui sont principalement en ligne et qui sont dans la partie de droite. Donc en fait, 1er janvier 2022, obligation d'avoir ce Triman. Donc ça, c'est un Triman assorti d'une consigne de tri qui est commune à la filière emballage ménager. Donc, en fait, c'est pas nos genres du tout. Hein. C'est un homme là qui fait le tri, quoi. Non, mais
Oh bah, faut bien C'est rire un vrai, peu. c'est vrai, c'est Parce que vrai. c'est quand même C'est un homme avec 3 mains en plus, avec des flèches, il est très actif. Donc c'est un triman, donc assorti d'une consigne de tri. Et ce marquage est commun à la filière emballage ménager. Donc c'est issu d'un travail de concertation avec l'ECO, par exemple. Enfin, pour vous donner une illustration de ce qu'on peut faire et pour compléter la table ronde de tout à précédente. l'heure. Et donc vous voyez, ce triman en fait est obligatoire sur toutes les filières REP. Vous vous souvenez le graphe du début, l'infographie avec les 19. Là, normalement, il faut imaginer qu'il doit y avoir 19 infotris, un triman par filière. Donc pour certains produits, on se retrouve qui sont avec une filière, avec une notice, un emballage, une notice, une perceuse par exemple, une batterie, donc qui vont dépendre de la REP D3E, de la REP pile. On commence à avoir beaucoup de marquages. Effectivement. Et la nouveauté qui est sortie c'est l'article 13, justement, ce décret QCE, qualité et caractéristiques environnementales des produits, précise en fait des mentions qui sont absolument à faire connaître aux consommateurs. Et donc, je vais préciser juste après. Donc, ce sont les mentions obligatoires qu'on voit là. Mais pour le cadre de la filière, pour les emballages ménagers, on a on-pack. Donc ça, c'est bien important de préciser. Le on-pack, il est interdit de dire maintenant biodégradable, respectueux de l'environnement, toutes ces mentions qui sont des mentions environnementales globalisantes et qui ne vont pas permettre de donner une information précise au consommateur. On a en on-pack également le triman, et surtout en off-pack, il est désormais obligatoire, donc oui, en on-pack, ne pas jeter dans la nature pour tous les produits et emballages de matière plastique compostable ou, en compostage domestique ou industriel, hein. C'est-à-dire que la loi AGEC aussi a bien précisé le cadre du compostage, hein. Donc la mention genre c'est compostable et que le consommateur peut imaginer qu'on peut le jeter au bord du chemin ou en pique-nique le laisser, il n'y aura Ça pas serait de souci. ridicule. Voilà, donc il est maintenant clairement indiqué dans les textes de loi qu'on ne peut plus le faire. Et conformité avec les mentions obligatoires off-pack, en fait, si on veut communiquer sur l'emballage, il faut se référer à ce qui est demandé en off-pack, c'est-à-dire la colonne de droite. Donc on doit préciser l'incorporation de matières recyclées, mais on ne précise pas un taux moyen. Il faut préciser le seuil minimum, encore une fois pour ne pas tromper le consommateur. Le niveau de recyclabilité, en s'appuyant sur la méthodologie que j'ai présentée tout à l'heure. Donc on a dit partiellement ou entièrement. Non, majoritairement ou entièrement. Majoritairement ou entièrement. Tout à fait. La compostabilité, les substances dangereuses, bon, on peut espérer que dans les emballages, normalement, on n'en a pas. Les possibilités de réemploi et les primes et pénalités. Et ça, ce sont des mentions qui doivent être disponibles en fait, facilement par les consommateurs à partir du 1er janvier 2023. Alors ça peut être de manière digitalisée sur le site du fabricant. Tout à fait. Ça, en revanche, c'est vraiment des fiches produits qui sont mises en ligne, mais que le consommateur doit trouver facilement. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. Effectivement, vous avez réussi à débroussailler ce sujet. Je voudrais maintenant vous céder la parole pour que vous puissiez poser des questions. Je voulais juste compléter sur un point. Avant, si j'oublie avant à la fin, Citeo a un stand et est présent là dans le hall 5, juste un peu plus loin, au niveau de l'allée du numéro 78. Si 5A 78. 78. Tout à fait, 5A 78. Si jamais je ne réponds pas à toutes vos questions, toute l'équipe sera là et on aura aussi des petites sessions sur les plans de prévention demain. Très bien, c'est important effectivement. Alors on prend vos questions. Si vous souhaitiez réagir par rapport à tout ce qui a été annoncé, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un corpus réglementaire qui est énorme, qui est très précis aussi, qui a été travaillé par la loi AGEC, puis Climat et Résilience. Qui souhaite se lancer, poser une question à Valérie Runschmidt? Je ne sais plus quel jeu ça me rappelle. Si, tiens, oui. Voilà, une question. Alors, présentez-vous simplement et puis posez une question. Oui, bonjour, Virginie Gallet, je travaille au pôle de compétitivité Calitropique à La Réunion. Bienvenue. Merci. J'ai des questions spécifiques à l'île de La Réunion, notamment l'extension de la consigne de tri. Je pense qu'on sera un peu dans les derniers à être ça, parce que les filières de recyclage sont beaucoup plus compliquées du fait qu'on exporte, en tout cas les déchets aujourd'hui qui sont recyclables. Donc voilà, est-ce qu'il y a plus de précisions sur le calendrier? Parce que voilà, il y a des choses qui sont assez proches au niveau métropolitain.
Mais au niveau des DOM, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc, Alors, pour les DROM. Alors, il est normalement, donc je vous avoue, pas tout à fait ma spécialité, le déploiement au niveau des territoires. Ce qui est sûr, c'est que, je vous ai dit, la loi AGEC disait bien 2022, tous les Français pourront mettre dans le bac jaune. Certains territoires ne pourront pas le faire et seront les derniers à passer début 2023, dans tous les cas. Ça, on le sait déjà, pour des raisons de passage de changement de marché public, par exemple. Donc, on a, dans tous les cas, en fait, une logique qui a été prise de demander aux consommateurs de mettre dans le bac jaune, même si derrière, il n'y a pas au niveau local le tri, exactement, pour qu'en fait, il soit déporté et réalisé ailleurs. Donc en fait, sur la réunion, peut-être s'agir de la même chose, mais sincèrement, la Joker, je vous répondrai juste après en ayant fait le point avec l'équipe locale. Merci de cette question. Une autre question, 2 questions. Ah, monsieur a le micro. Oui. Et bonjour. après, on aura mademoiselle. Olivier Dagosi, je suis de la filière bois, mais ce n'est pas une question sur le bois. Je voulais vous poser une question sur la norme 13430 sur le recyclage, qui indiquait un moment pour permettre les filières en développement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un nouveau matériau qui arrive, il faut lui laisser le temps de créer sa propre filière. Si on ne lui laisse pas le temps, on tue ce matériau. Or, vous semblez dire qu'aujourd'hui, il faut que la filière soit déjà organisée, et sinon, on ne peut pas être caractérisé comme recyclable. Or, on pouvait l'être avant, pendant cette période intermédiaire qui pouvait durer plusieurs années, le temps d'installer les... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je comprends votre point. C'est vraiment ce qui a été repris là dans le décret QCE. Ce temps de montée en puissance n'est pas dans les textes. Et on a vraiment, pour pouvoir dire qu'un emballage est recyclable, il faut tout de suite qu'il soit à l'échelle. Donc en fait, c'est toute une question qu'on a aussi sur les nouvelles filières de recyclage. Donc c'est pour ça, on y travaille aussi, nous, au niveau des filières en voie de développement, parce qu'on l'a, c'est la table ronde de demain sur l'EPS, sur le PET barquette, sur d'autres plastiques également. Encore que sur l'EPS, on a déjà des dates, le polystyrène, donc des dates qui sont inscrites, 2025 et 2030. Alors enfin, ça, c'est 2025. ça, c'est pour dire s'il est interdit ou non. Oui, c'est ça. Mais pour donc on ne laisse pas le temps, il faut aller très vite. En fait, oui, mais pour autant, il faut aussi que l'usine puisse être en capacité à l'échelle industrielle. C'est bien tout ce sujet, quoi. Vous savez, à un moment donné, la réalité se rappelle même aux politiques. Hein. je pense pouvoir être optimiste quand même, je ne sais pas. Je ne devrais pas prendre parti. L'idée, c'était de ne pas tuer dans l'œuf évidemment les nouveaux matériaux. Oui, tout à fait. Une question suivante, mademoiselle. Madame. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, Amandine Richard, anciennement Tetra Pak en Early Innovation, mais maintenant je suis dans le vert. J'ai 2 questions, mais la première, c'est est-ce que je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas de considération sur la collecte et le tri simplifié pour les gestes du consommateur par des nouvelles technologies. Donc, je pense au Holy Grail, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, tout à les fait. Digital oui. Watermark. Il n'y a pas de stimulation, d'objectifs liés aussi à moins contraindre le consommateur final et davantage simplifier le tri et justement par l'intelligence artificielle. Alors, en fait, le consommateur, lui, le texte a été clair, il n'a plus de questions à se poser. Tous les emballages sont à mettre dans le bac jaune. Tous. Donc la question, elle se reporte maintenant au niveau des centres de tri. Donc c'est vrai que c'est pour ça que nous travaillons, nous avons fait des appels à projets, et là nous avons des projets en cours, et nous investissons dans la R&D sur Holy Grail, en effet. On a un projet on a vraiment un projet sur Holy Grail, et on fait partie du consortium européen sur le sujet. Donc on rappelle ce que c'est qu'Holy Grail. C'est des Digital Watermarks, donc là c'est des filigranes qui apparaissent en fait sur l'emballage et qui permettent par intelligence artificielle de mieux trier les emballages. Donc en fait, ça complète... Par lecture optique. Oui, ça complète ce qu'on fait traditionnellement par infrarouge, par exemple. Très, très schématiquement. Mais donc ça facilite l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai axe de R&D. Et donc, je vous parlais au début de la R&D que c'était au fait. Et nous investissons et nous y croyons dans l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est sur l'étape opérateur. C'est sur l'étape centre de tri. Parce que, sincèrement, le consommateur, actuellement, on lui demande de mettre tous les emballages. Mais on lui demande de mettre que les emballages. Donc c'est vrai que sur le verre, on va demander de ne pas mettre les plats Pyrex, par exemple, mais de mettre que les emballages. Mais c'est la seule contrainte qu'on donne, en fait.
Dès que c'est un emballage, la consigne, elle est nationale et elle est, elle est nationale et elle est dans les textes. C'est tous les emballages dans le bac de tri. Oh, on va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Madame. Giovanni de Belle, j'avais une question par rapport au nouveau règlement européen et la loi AGEC. Est-ce qu'il y aura des remises en cause de certains objectifs ou pas? Alors, je ne suis pas juriste. En revanche, il y a la hiérarchie des normes. Ça, c'est un point que j'ai appris chez Citeo. Il y a la hiérarchie des normes. Si un règlement européen sort sur les sujets et est différent de la loi AGEC, c'est le règlement qui va primer. Donc oui, si le règlement qui va bientôt sortir sera différent de la loi AGEC, sincèrement, la loi AGEC sera abrogée et c'est le règlement qui devra s'appliquer. En revanche, le règlement, il n'est pas attendu avant la fin de la Commission, avant la fin du mandat de la Commission européenne. Donc il n'est pas attendu avant mi-2024. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'objectifs, là, beaucoup d'échéances qu'on a vues qui resteront valables. Parce qu'il ne s'appliquera pas avant cette échéance, quoi. Donc, quand vous parliez de fin novembre pour la Commission européenne... C'est la publication. C'est la publication, la première publication du texte. Du texte prévu. Exactement. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le règlement pour l'instant. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup de votre attention. Merci Valérie Runschmidt de toutes ces informations. Le stand, je le redis. Et le stand 5A 5A 078. 078. Très bien. Merci et rendez-vous beaucoup. dans quelques minutes maintenant. Applaudissements bien sûr pour Valérie Runschmidt et son travail.